Le 12 octobre 1492, est-ce que c'est ça l'événement de l'année? Christophe Colomb qui pose le pied sur une plage? Je crois pas. D'abord, il faut se souvenir que l'événement retentissant de cette année monde, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier, la prise de Grenade, où Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ceux qu'on appelle les rois catholiques, mettent la main sur le dernier réduit musulman en péninsule ibérique, qui est évidemment une nouvelle extraordinaire pour le monde, comme va avoir aussi un impact retentissant leur décision du 31 mars d'expulser les Juifs. Et le 12 octobre, c'est au fond la troisième date de cet événement monde qu'est l'année 1492. Et c'est dans l'effet de souffle de ces deux dates précédentes que doit être compris le voyage de Christophe Colomb. Cette thèse, sa survie dépendait donc de l'effacement de toute trace de son appartenance au judaïsme dans le contexte de l'Inquisition. Mais il aurait laissé des indices cachés. Cette théorie est avancée par plusieurs chercheurs espagnols, dont José Erugo, Celso García de la Riega, Otero Sánchez et Nicolás Díaz Pérez. Déjà, dans le journal de son navire, Colomb fait fréquemment référence à la Bible hébraïque, à Jérusalem, à Moïse, David, Abraham, Yitzhak et Sarah. Il décompte même l'âge du monde selon le calendrier juif et se réfère à l'année de la destruction du temple de Jérusalem selon ce même calendrier. De plus, la principale langue écrite et parlée de l'explorateur était l'espagnol castillan. C'est ce que conclut Estelle Irizarry, professeure de linguistique à l'université de Georgetown, après avoir analysé la langue et la syntaxe de tous les écrits de Christophe Colomb. Elle explique que l'espagnol castillan du XVe siècle était similaire au ladino, la langue juive parlée dans la péninsule ibérique. Aussi, dans le coin supérieur gauche des 13 lettres adressées par Christophe Colomb à son fils Diego, apparaissent des lettres hébraïques manuscrites, Bet, He, signifiant Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Cette formule, ajoutée traditionnellement par les juifs observateurs à leurs lettres pendant des siècles, était absente dans les correspondances adressées à des étrangers. Notamment, la seule lettre à Diego où cette marque n'apparaît pas fut celle qui devait être transmise au roi Ferdinand. Enfin, le testament de Colomb révèle des indices significatifs sur son identité à travers ses derniers souhaits. Premièrement, il a écrit que 10% de sa fortune serait donnée en charité pour la dot des jeunes filles nécessiteuses, une coutume juive communément pratiquée depuis très longtemps. Par ailleurs, il demanda à ce qu'on transmette de l'argent à un certain juif qui vivait à proximité du quartier juif de Lisbonne. Conscient de ces éléments, Simon Wiesenthal dans Sail of Hope soutient que le fameux voyage de Christophe Colomb vers les Indes était en réalité motivé par le désir de trouver un refuge pour les juifs face à leur expulsion d'Espagne. Carole Delaney, anthropologue culturel à l'université de Stanford, conclut même que le but véritable de Christophe Colomb lors de son voyage vers l'Asie aurait été d'obtenir de l'or afin de financer une expédition pour reprendre Jérusalem et reconstruire le Saint-Temple des Juifs. La date à laquelle Christophe Colomb a mis les voiles est une preuve supplémentaire de ses convictions religieuses secrètes. Le voyage était prévu pour le 2 août 1492, un jour qui coïncidait avec le jour de Tisha B'Av, marquant la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. C'est un jour où le voyage en mer est de mauvais augure. Colomb a reporté cette date d'un jour. De plus, le voyage de Colomb n'a pas été financé par la reine Isabelle, mais plutôt par deux conversos juifs, peut-être en fait des maranes, et un autre juif éminent. Luis de Santarel et Gabriel Sanchez ont avancé un prêt sans intérêt de 17 000 ducats de leur propre poche pour contribuer au voyage, tout comme Don Abravanel, rabbin et homme d'État juif. En effet, les deux premières lettres que Colomb a envoyées de son voyage n'étaient pas à l'intention de Ferdinand et Isabelle, mais de Santarel et Sanchez, les remerciant de leur soutien et leur disant ce qu'il avait trouvé. Au premier abord, il semble qu'un marin courageux ait pris la mer pour découvrir un autre itinéraire menant aux Indes, et que par un remarquable coup de chance, il est accosté dans une terre qui servirait de refuge à de nombreux peuples. Cependant, en explorant la véritable identité de Christophe Colomb, nous en venons à découvrir un homme dont la motivation première et secrète aurait peut-être été de découvrir un havre de paix pour les Juifs d'Espagne persécutés, et qui fut conduit en Amérique par la main de la providence divine.
What is the Jewish link to the discovery of America? There is speculation that Christopher Columbus may have been Jewish. The astronomical charts that he used on his historic voyage were prepared by Abraham Zacuto, a Jew. It is also known that members of his crew were Jewish. In the same year that Columbus left Spain for the New World, as many as 160,000 Jews were expelled from Spain. In 1492, King Ferdinand and Queen Isabella of Spain decreed that Spanish Jews convert to Catholicism or leave the country within 4 months. This expulsion brought an abrupt end to the troubled yet illustrious history of Spanish Jewry. The Messianic and Jewish community, they're the ones who financed the expedition of Christopher Columbus. 1492, Christopher Columbus, he was a Jew. He became a believer. He was a Messianic Jew. He was a Messianic Jew. And who, you know, he burned his family records so no one would know. But there's the big story about how, you know, Isabella pawned her jewels, you know, to finance this expedition. That's not what happened. The Messianic and Jewish community, they're the ones who financed the expedition of Christopher Columbus, which happened August 31st in 1492, the final day when all the Jews were expelled from Spain and had to leave. So he left Spain. He left in a full ship of Jews and Messianics fleeing the Inquisition or the expulsion. So a little known story with this part of the underground church that we talked about. Like this video? Donc les Indiens, quand Colomb, qui est juif, Christophe Colomb est juif, il n'est pas le seul sur les 3 bateaux à aller en Amérique future, eh bien, ils recherchent des choses qu'ils ont notées dans leur tradition. Ah oui, attends, il y a encore qu'est-ce qui arrive, qu'on me dit? Christophe Colomb, juif, il est catho? Non, c'est la reine d'Espagne qui avait dit, les juifs, vous partez à telle date, si ça n'est pas le fait, vous serez obligé de vous convertir, il n'a pas souhaité, il s'est barré, voilà. Christophe Colomb. Mais ça commence à se savoir. Hein. Oui, C'est encore à Grenade qu'ils ordonnent l'expulsion des Juifs de leur royaume d'Aragon et de Castille. Ils leur donnent jusqu'au 2 août pour choisir la conversion ou l'exil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, avant 1492, il y a des expulsions, il y a des pogroms, il y a cette histoire longue, désespérante, en somme, de l'anti-judaïsme européen. C'est pas la première fois, d'accord. Mais en même temps, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est vraiment un coup de hache dans cette histoire 2 fois millénaire de la présence du judaïsme en Espagne, parce que, eh bien, là, pour le coup, ils doivent partir. Ils partent quelques semaines, quelques mois après le décret du 31 mars. Ils fuient vers où? Vers l'Italie, Ferrare, Rome, mais c'est souvent une terre de transit vers l'Empire ottoman, et commence ce grand exil qu'on appelle la diaspora séfarade. Peu de temps avant la mise en place du décret de l'Alhambra, Isaac Abravanel, juif et ministre des Finances du royaume de Castille, proposa au roi 300 000 ducats, à peu près 58 000 €, afin de faire annuler l'édit d'expulsion. Il avait quand même déjà essayé par 2 fois avec des sommes tout aussi conséquentes. Une belle cagnotte qui servira d'ailleurs à financer l'expédition de Christophe Colomb. Mais la tentative d'Abravanel sera vaine, car c'était bien mal connaître notre cher Thomas de Torquemada. Après avoir eu vent de l'affaire, il se rendit chez le roi, crucifix en main, et lui dit cette phrase. Judas Iscariote a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent et votre excellence s'apprête à le vendre pour 300 000 ducats. Le voilà, prenez-le et vendez-le. Il laissa le crucifix et s'en alla. Cette prestation tragicomique aura finalement porté ses fruits, car le roi n'annulera pas le décret. Abravanel partit alors d'Espagne avec ceux qui avaient fait le choix de l'exil, et il se rendit pour sa part à Naples où il rentra au service du roi.
Les souverains espagnols décident de financer le projet fou d'un navigateur génois de 39 ans, Christophe Colomb. Comme tout le monde, bien sûr, Christophe Colomb sait que la Terre est ronde, mais il sous-estime sa taille et croit pouvoir atteindre l'Asie sans escale en naviguant simplement vers l'ouest. Il tente donc sa chance en août 1492 avec 3 navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Après 36 jours de navigation en haute mer, alors que les équipages sont prêts à se mutiner, un cri s'élève de la Pinta. « Terre, terre !» C'est ainsi que le vendredi 12 octobre 1492, une date à retenir, Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Il la nomme San Salvador, Saint-Sauveur en français. Il établit un premier contact avec la tribu indigène des Arawaks. Il les nomme Indiens car il est persuadé d'avoir atteint l'Inde. À leur insu, les marins transmettent à leur hôtes des maladies comme la rougeole ou la variole qui décimeront les populations en quelques années. En échange, ils importeront en Europe une terrible maladie vénérienne, la syphilis. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Ça commence fort. En effet, des indigènes et autochtones peuplaient déjà ces terres. De plus, elles avaient été visitées par d'autres peuples comme les Vikings entre le Xe et le XIe siècle. Cela dit, s'il y a bien un domaine dans lequel l'explorateur européen innove, c'est la cruauté qu'il exerce sur les différentes populations rencontrées. Quelle est la légende noire de Christophe Colomb? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de l'Histoire Étienne. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Freedom for everybody. Tout d'abord, un peu de contexte. L'explorateur a pour projet de trouver de nouvelles routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie en passant par l'Atlantique. À cela s'ajoutent d'autres objectifs, l'évangélisation, la colonisation et l'enrichissement évidemment. Après de nombreuses recherches de financement, le Génois finit par obtenir l'aide de Ferdinand II, roi de Castille et d'Aragon, et part donc en août 1492 avec ses 3 caravelles devenues célèbres, la Santa Maria, la Pinta et la Niña. Il accoste finalement en octobre 1492 après environ 2 mois de traversée. Persuadé d'avoir atteint l'Asie, il est en fait aux Bahamas. D'ailleurs, au passage, si le Nouveau Monde n'avait pas été là, son voyage pour rejoindre l'Asie aurait été bien plus long. Ses marins auraient vécu l'enfer et seraient sans doute morts de faim car Christophe Colomb s'était trompé de 10 000 km dans ses calculs. Rien que ça. Bien arrivé, son équipage rencontre rapidement les autochtones qui nagent jusqu'aux caravelles par curiosité. Ils semblent craintifs, ignorants, mais surtout pacifiques, comme le montrent les nombreux cadeaux qu'ils font aux Européens. Colomb déclare alors dans son journal de bord, 16 décembre 1492. Les Indiens n'ont pas d'armes, sont tout nus, n'ont pas le moindre génie pour le combat, et sont si peureux qu'à 1000, ils n'oseraient pas combattre 3 des nôtres. Nous pouvons leur faire faire tout ce que l'on veut. En 1493, il est de retour pour un deuxième voyage, mais découvre avec stupeur que les marins laissés sur place ont été tués. Alors qu'il pensait pouvoir soumettre les Indiens sans trop d'efforts, Christophe Colomb décide de radicaliser ses pratiques. De plus, il est très croyant, et la fin du XVe siècle est marquée par un courant eschatologique. L'explorateur pense que la fin du monde est proche et que sa mission divine est de diffuser le christianisme le plus largement possible, tout en éradiquant tout ce qui y est contraire. Des dizaines de milliers d'Amérindiens, hommes, femmes, enfants, sont capturés et réduits à l'esclavage. Ils doivent extraire de l'or, et s'ils ne répondent pas aux objectifs fixés, on leur coupe les 2 mains. Vous allez me dire que c'est pas très malin parce que ça ne va pas leur faciliter la tâche, et vous aurez raison, mais l'objectif, c'était avant tout de faire régner la peur. Il y avait des résistants, mais quand ils sont attrapés, ils ont le nez et les oreilles coupés, et certains sont brûlés vifs. Durant son 3e voyage, en 1498, l'équipage de l'explorateur se livre à des meurtres et des viols de masse sur les femmes et les fillettes qui sont donnés comme des récompenses aux marins. Les bébés des indigènes sont parfois donnés à manger aux chiens des conquistadors quand la nourriture vient à manquer, à tel point que les femmes amérindiennes décident parfois de noyer elles-mêmes leur nouveau-né pour leur éviter de se faire déchiqueter. Le prêtre Bartolomé de las Casas, présent sur place et connu pour prendre la défense des indigènes, déclare « Ce que nous avons commis aux Indes se distingue parmi les délits les plus impardonnables jamais commis contre Dieu et l'humanité. » Selon l'historien et politologue américain Howard Zinn, les Arawaks, peuple indigène présent sur place, étaient plusieurs centaines de milliers lors de l'arrivée de Christophe Colomb. En 1650, ils ont tous disparu. C'est un véritable massacre et certains parlent même de génocide. Christophe Colomb en serait donc l'initiateur et il sera accéléré par la diffusion des maladies que l'on nommera choc microbien. Alors que des rumeurs sur sa cruauté parviennent à Ferdinand II et à sa femme, Christophe Colomb est destitué et ramené enchaîné en Espagne pour se faire juger en août 1500. Il est accusé de mauvaise gestion et sera même enfermé. Il est finalement pardonné, relâché et repart pour un 4e et dernier voyage en 1502. Ce dernier est peu fructueux, ce qui pousse Christophe Colomb à rentrer définitivement. Il meurt en 1506 sans jamais avoir réalisé ou accepté qu'il avait découvert un nouveau continent.
The Columbus Day est un jour férié aux États-Unis où l'on célèbre la date d'arrivée de l'explorateur dans le Nouveau Monde. C'est Franklin Roosevelt qui en a fait une fête nationale. Pourtant, cette célébration reste un affront pour celles et ceux qui estiment que Christophe Colomb est l'instigateur d'un génocide qui fera des millions de morts. Alors Colomb, homme de son temps dépassé par les événements ou tyran sanguinaire assoiffé d'or? Christophe Colomb compte parmi les grandes figures des 15e et 16e siècles. Navigateur hors pair et explorateur intrépide, il est le premier Européen de l'histoire moderne à découvrir le continent américain. Pourtant, derrière le mythe du téméraire aventurier se cache une réalité bien plus controversée, celle d'un être sanguinaire, assoiffé de richesse et de pouvoir. Mais commençons par le commencement et laissons Nota Bene nous conter le premier acte de la véritable histoire de celui que l'on nommait l'amiral de la mer Océane. Eh bien voilà, tout débute en août 1492 alors que Christophe Colomb quitte l'Espagne à la tête d'une petite expédition de 3 navires. Il s'est fixé pour objectif de découvrir une nouvelle voie de navigation vers les Indes orientales. Un projet de longue date qui, s'il se concrétise, fera de lui l'un des hommes les plus riches et influents de son temps. Après 2 longs mois de navigation à travers l'océan Atlantique, une île apparaît enfin à l'horizon. Les explorateurs ne le savent bien évidemment pas encore, mais ils viennent de découvrir les Bahamas. En y débarquant, ils sont accueillis par des Amérindiens arawaks pacifistes, dont l'hospitalité frappe immédiatement Christophe Colomb. Ce dernier écrira d'ailleurs dans son journal « Ils ne portent aucune arme et ne les connaissent pas. Quand je leur ai montré une épée, ils l'ont saisie par la lame et se sont coupés par ignorance. Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, nous pourrions les subjuguer et leur faire faire ce que bon nous semble. » Ces quelques mots devaient marquer le début de ce qui allait être une véritable extermination des peuplades arawaks des Antilles. Constatant que leurs hôtes portent des bijoux en or, les Espagnols les forcent rapidement à leur révéler les emplacements de leurs filons. Une nouvelle expédition est alors organisée qui conduira Colomb et ses hommes de Cuba à Haïti. Mais les gisements découverts s'avèrent très décevants et de retour en Espagne, l'amiral est obligé de mentir afin de pouvoir financer un second voyage. L'entourloupe fonctionne et cette fois-ci il apparaît pour le Nouveau Monde à la tête de 13 navires et 1200 hommes. En 1495, les Espagnols sont de retour aux Antilles. Dès leur arrivée, Colomb fait capturer des milliers d'Indiens. Une partie d'entre eux est envoyée par bateau en Europe pour y servir en tant qu'esclaves, et les autres sont condamnés aux travaux forcés dans les mines d'or de la région. Dès l'âge de 14 ans, ils doivent assurer un quota d'extraction sous peine de se voir couper les 2 mains avant d'être abandonnés à une mort certaine. Après avoir ainsi assassiné près de 10 000 esclaves, Christophe Colomb réalise que les îles qu'il exploite n'abritent peut-être pas autant d'or qu'il l'avait imaginé. Il ordonne alors que les Arawaks soient envoyés dans les différentes propriétés coloniales en développement pour y travailler toujours plus durement. Ceux qui se rebellent ont immédiatement le nez et les oreilles coupés ou sont tout simplement exécutés. Mais le pire reste la façon dont l'amiral traite les femmes et les enfants. Il distribue en effet régulièrement des esclaves sexuels à ses lieutenants et tolère le viol de masse dans les colonies qu'il administre. Femme ou fillette, le navigateur ne fait aucune distinction. L'essentiel est de satisfaire la libido des hommes qui l'accompagnent. Cerise sur le gâteau, les bébés amérindiens deviennent rapidement un moyen pratique et peu coûteux de nourrir les chiens de guerre des conquistadors. Christophe Colomb finit par être arrêté et renvoyé en Espagne en raison de son incapacité à gérer correctement ses colonies. Mais les horreurs du Nouveau Monde se prolongeront bien après son retour définitif en Europe. Sur les 500 000 Arawaks peuplant les Antilles, il n'en reste plus que 15 000 en 1515, 600 en 1531 et plus aucun en 1650.
Vous connaissez tous et tous la figure incontournable de Christophe Colomb. C'est une figure historique majeure et la date incontournable elle aussi de 1492 est la découverte de l'Amérique. Et c'est une date qui en plus d'être un moment pivot dans l'histoire est considérée par le pape Pie IX comme l'événement capital des temps modernes. Comme un événement qui permettrait de rompre avec les temps anciens et qui est surtout associé au mythe de l'explorateur, le mythe de celui qui découvre de nouvelles terres, le mythe de l'extension des frontières, l'extension des mers, l'ouverture infinie, à de nouvelles possibilités, de nouvelles ressources, de nouvelles cultures. Le problème, c'est que ce mythe, il est évidemment très controversé. Ce sont des colons qui sont arrivés sur des terres qui n'étaient pas les leurs, pour prendre des ressources qui n'étaient pas les leurs, qui ont pillé, qui ont incendié les territoires des indigènes, qui ont violé des femmes. Donc ce sont des pratiques qui sont absolument horribles et qui tentent aujourd'hui à remettre en question la figure de Christophe Colomb. Et ici, c'est ce que raconte Aléro Carpentier dans son livre La Harpe et l'Ombre aux éditions Folio. C'est un livre qui va travailler autour de cette figure de Christophe Colomb. Le point de départ, c'est 1864. Quand le pape Pie IX décide de canoniser Christophe Colomb pour son processus d'évangélisation de ces nouvelles terres. Le problème, c'est que l'Église n'est pas très d'accord avec l'instauration de l'esclavage, n'est pas d'accord avec son concubinage. Il a eu un enfant sans être marié avec cette femme. Et le problème aussi, c'est qu'on connaît très peu de choses de Christophe Colomb. On a peu d'écrits à cette date-là, on a peu de traces de ses carnets de voyage, et même ses ossements. Ils ont tellement été transportés de lieu en lieu qu'on ne sait même pas à qui ils appartiennent. Et donc, on va avoir ce Christophe Colomb qui va mourir dans très peu de temps, qui est sur son lit de mort, qui attend le confesseur et qui reprend ses carnets de voyage. Et donc il va nous emmener à travers ses voyages dans les îles, ses périples, et aussi à travers sa propre psychologie intérieure. Il va nous parler de beaucoup de choses et on va avoir un Christophe Colomb qui est motivé uniquement par l'or. Et c'est ça qui est très particulier, l'or va inonder le texte, on va avoir de l'or partout. C'est la motivation principale des Espagnols qui veulent piller et torturer à tout prix pour savoir où est l'or sur ces terres. Et lui aussi qui veut sa propre gloire, de la part de la couronne royale, qui veut absolument son prestige, ses hauts titres. Et c'est une figure qui est très particulière de Christophe Colomb qu'on découvre ici avec un procès final qui est un peu un feu d'artifice où il assiste, même mort, on l'appelle l'invisible avec un I majuscule, il assiste à son propre procès. On va avoir un Victor Hugo, un Lamartine, un Léon Bloch qui vont parler à la barre et qui vont défendre ou non ce projet de canonisation. Et c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui est difficile au début, mais qui se simplifie pour aller vers un style très drôle, très familier et qui est vraiment très agréable. Donc je vous conseille La Harpe et l'Ombre d'Aléro Carpentier aux éditions Folio pour en connaître un peu plus sur la figure de Christophe Colomb. José Rodriguez dos Santos, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Codex 632, le secret de Christophe Colomb, aux éditions HC. Alors, un petit mot pour vous présenter, mais je pense que déjà les lecteurs français vous connaissent de mieux en mieux. Vous avez publié La Formule de Dieu, L'Ultime Secret du Christ, La Clé de Salomon, et puis donc maintenant Le Secret de Christophe Colomb. Au total, 3 millions de livres vendus. Vous êtes présentateur du 20h de la chaîne publique portugaise. Vous parlez aussi bien français qu'anglais et évidemment portugais, espagnol aussi, j'imagine. Et alors, vous aimez bien les livres qui sont des livres à énigmes. L'intéressant, je pense, de Colomb, c'est le mystère. C'est ce qui m'a attiré pour Colomb, parce qu'il y a vraiment un grand mystère. Et ce mystère est au cœur de l'histoire de l'humanité. Nous savons aujourd'hui, c'est ce que les historiens nous disent, qu'il avait un homme qui s'appelait Cristoforo Colombo, qui était né à Gênes, qui était un homme du peuple, qui était illettré, ne savait ni lire ni écrire, et qui à 14 ans est devenu un marin. Il avait un autre homme, Cristóvão Colomb, qui était un amiral à la marine portugaise. Il savait mathématiques, cosmologie, latin, et il s'est marié avec une femme d'autre noblesse portugaise, Dona Filipa Pestrel. Il était lié à la maison royale portugaise. Alors, les historiens nous disent que ces deux hommes sont en réalité le même homme. Et ce que je dis dans le bouquin, c'est que non, sont des personnes différentes. Pourquoi ? Le nom est différent. Un s'appelait Cristoforo Colombo, l'autre Cristóvão Colombo. Mais le plus important, c'est que Colombo, l'italien, le génois,
il était illettré, tandis que le ibérique, Colomb, il savait mathématiques, latin et cosmologie. Où est-ce qu'il a appris tout ça? Il n'avait pas des écoles à cette époque-là. Ça veut dire qu'il y avait deux Christophe Colomb ou il y avait un Christophe Colomb qui était fictionnel? Oui, non, les deux sont vrais. Les deux ont existé vraiment. Ce que je dis, c'est qu'ils ne sont pas la même personne, ce sont des personnes différentes. Par ces raisons, l'éducation est tout à fait différente. Le mariage de l'homme qui a découvert l'Amérique, Colomb, il s'était marié avec une femme d'autre noblesse. Au XVe siècle, les hommes du peuple ne se mariaient pas avec les femmes d'autre noblesse. Et les documents de Gênes démontrent que Cristoforo Colombo de Gênes était un homme du peuple. Alors, il ne pouvait pas se marier avec Dona Filipa parce que sa famille ne permettait pas. C'était impossible à cette époque-là, 15e siècle. Si c'était un homme du peuple, qu'est-ce qu'il est devenu, ce Christophe Colomb, et pourquoi est-ce qu'on parle de lui? On ne sait pas. On parle de lui parce que, vous savez, la théorie que Christophe Colomb était un Génois est mis en cause au XIXe siècle. Et Christophe Colomb était un homme très important pour l'identité italienne parce que à cette époque-là, l'Italie a été créée. Et c'était important pour avoir des héros italiens. Et alors, les historiens espagnols disaient non, c'est pas possible, il ne peut pas être le Génois, parce que toute l'histoire est étrange. Il y a des choses qui ne marchent pas dans cette histoire. Par exemple, le jour où Christophe Colomb est arrivé à Barcelone, venu d'Amérique, les deux ambassadeurs de Gênes étaient à la cour espagnole. Ils ont vu Christophe Colomb arriver, ils ont écrit une lettre à Gênes à expliquer on a découvert le chemin pour l'Inde, parce qu'on pensait que c'était l'Inde, l'Amérique. Et ces ambassadeurs ont oublié de dire que l'homme qui a fait cette découverte était un Génois comme eux. Alors ils n'auraient pas dû l'oublier. Non, c'est une chose impossible. Oui, c'est comme, imaginons-nous que Neil Armstrong était un Français. L'ambassadeur de France devrait dire l'homme qui est arrivé en Lune est un Français. C'est une information cruciale, je pense. Et ils n'ont pas dit ça. Et c'est très étrange, ça. Et j'ai découvert qu'à cette époque-là, les Juifs, parce qu'ils étaient persécutés, ils disaient d'où êtes-vous? Ils disaient oh, je suis de Gênes. C'est une façon de dire je suis juive. C'était évidemment pour tromper parce qu'ils avaient peur d'être identifiés comme juifs. Alors, le vrai Christophe Colomb, qui c'est? D'où Je vient-il? pense, eh bien, on va découvrir dans le bouquin, mais je pense qu'on va trouver des liens juifs et des liens à l'haute noblesse portugaise, parce qu'il était un amiral, il n'était pas un homme du peuple. À cette époque-là, il n'avait pas de mouvement des classes, non, c'était très statique, la société. Et c'est une personne tout à fait différente de celle qu'on pense. Et le plus important, ce que je disais qu'il était au cœur de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il était parti d'une tromperie contre les Espagnols. Mais c'est possible historiquement parce que quand Isabelle la catholique et Ferdinand repoussent les Arabes qui sont à ce moment-là installés en Espagne et les obligent à retourner vers l'Afrique, il y a donc toute cette période qui est une période pendant laquelle on demande à tout le monde d'être chrétien. Et donc, les Juifs qui vivaient très bien à ce moment-là sous le califat arabe sont obligés de se convertir. Oui, mais pas seulement sur le califat musulman, ils étaient aussi dans le monde chrétien, mais ils étaient beaucoup persécutés en Espagne, ils étaient protégés au Portugal, mais finalement, ils ont été expulsés de l'Espagne. Et Colomb a sorti de l'Espagne pour l'Amérique le jour même où la loi d'expulsion des Juifs a commencé en Espagne. Et c'est troublant de trouver cette coïncidence. Colomb a découvert l'Amérique ? Enfin, découvert. Vous savez, il faut toujours mettre des guillemets, parce que découvert, ce sont probablement les premiers peuples sino-indiens qui ont découvert l'Amérique bien longtemps après.
peut-être après Disons ainsi, les Chinois. Il a découvert officiellement, parce que toutes les découvertes antérieures n'étaient pas précédentes, n'étaient pas valides, n'ont pas changé rien. Tandis que la découverte de Christophe Colomb tout a changé. Mais il faut ajouter que les Espagnols pensaient qu'il n'a pas découvert un nouveau monde, il a découvert l'Inde, le chemin pour l'Inde. C'était très important. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Constantinople a tombé pour les musulmans. Et la route qui venait de la Chine, de l'Inde pour l'Europe avec des produits, des épices et tout ça. C'est très important. Oui, tout est changé pour l'élément des musulmans. Et alors, cette découverte du chemin maritime pour l'Inde, c'est une chose très importante. Et c'est ce que Colomb essayait de faire. Et on pense qu'en effet, il était un agent secret du roi du Portugal pour détourner les Espagnols pour l'Amérique et laisser le chemin libre pour les Portugais arriver en Inde, ce qu'ils ont fait au fond du XVe siècle avec Vasco da Gama. Il y a beaucoup de mystères quand même autour de cet homme, parce qu'on pourrait penser que finalement l'amiral Colomb est particulièrement bien connu de tout le monde, parce que il a vécu aussi à une époque où il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup de livres déjà, on commençait à publier énormément, il y a beaucoup de relations, et puis bon, son voyage est raconté, et lui-même aussi va raconter ses aventures. Donc ça semble un peu en même temps surprenant, hein, donc qu'il y ait encore autant de mystères, José Rodríguez dos Santos. Oui, c'est surprenant. Le plus intéressant, c'est qu'il a caché sa origine. Pendant toute la vie, il n'a jamais dit d'où venait-il. Et même son fils, il a laissé 2 fils, Diogo, qui était un fils portugais, et puis Fernando, qui était son fils espagnol. Et le fils espagnol, Fernando, a laissé une biographie de son père, et il a dit « On dit que mon père vient d'Italie ». Ça veut dire que Colomb ne l'a pas dit la vérité. Il même ne sait pas d'où venait son père. On dit que je ne suis pas sûr. Je suis allé en Italie et je n'ai pas vu aucune liaison. Vous savez, il y a un document où Christophe Colomb fait la naturalisation pour être un Espagnol. Et tous les documents de naturalisation, c'est normal, disent quel est votre nom et quel est votre pays de naissance. C'est normal. Si je viens être français demain, on va me demander d'où êtes-vous. Et le document de naturalisation de Christophe Colomb est le seul document dans toute l'histoire de l'Espagne où l'espace pour pays d'origine est vide. Et ça, c'est très troublant. Pourquoi il cachait sa origine ? Il n'y avait pas encore d'informatique à l'époque. On ne peut pas penser que la donnée ait été... On ne peut pas penser que l'information ait été effacée. Hein. Non, il cachait exprès. Il cachait exprès, parce que je pense qu'il était juif et il faudrait cacher cette information. Et c'est intéressant aussi, j'explique dans le roman, que la signature de Christophe Colomb, c'est une signature, j'ai amené cette signature au kabbaliste Lisbonne, et le rabbin m'a dit, mais c'est la signature de Colomb? Et je dis, oui, mais c'est marrant ça, parce que c'est kabbalistique. Et il m'a lu, et la signature dit, caché, en hébreu, imarchmo. Ça veut dire que mon nom soit effacé. Et son nom, c'était Christophe. Christophe, ça vient de Christ. Alors, il va effacer son nom de Christ parce qu'il était un juif. C'est très intéressant de découvrir. Il faudrait que vous écriviez un livre aussi sur la Kabbale, parce que ce n'est pas quelque chose de très très simple non plus. Hein, mais non, mais je le touche. Il faut l'expliquer dans ce roman-là. Très bien, écoutez, voilà un grand livre qui est une sorte d'enquête psychologique, thriller, etc., historique. Hein, donc, pour l'été, José Rodríguez dos Santos, le Codex 632, Le secret de Christophe Colomb, publié par HC Éditions, un livre à prendre véritablement, qui va rencontrer un grand succès, j'en suis certain. Et c'est un livre qui aussi est un livre qui se lit à toute vitesse. Il faut en écrire plus. Ah, oui, j'espère. Merci beaucoup, Merci bien. José.